Avant de commencer cet entretien, je voulais vous parler du musée des beaux-arts et d'archéologie de Besançon qui sponsorise cet épisode, l'un des musées les plus atypiques de France. Ce qui frappe, avant tout, en entrant dans le musée, c'est l'architecture singulière, une espèce de croisement entre une halle au grain construite au XIXe siècle et une structure en béton brut, façon musée à croissance illimitée, qui est un concept inventé par Le Corbusier. Alors voilà, ces deux architectures dialoguent parfaitement dans le musée, tout comme les collections d'archéologie et les collections beaux-arts. L'histoire du lieu est également intéressante puisque le musée des beaux-arts et d'archéologie, c'est la plus ancienne collection publique de France. En 1694, un siècle avant le Louvre, les habitants de Besançon découvraient une partie des œuvres léguées par un certain Abbé Boiseau. Alors au fil des siècles, le musée a pu enrichir ses collections, notamment grâce à de nombreuses dotations. Dans un parcours ascensionnel et labyrinthique, on n'est d'ailleurs pas à l'abri de s'y perdre, les œuvres se succèdent en suivant les années. On retrouve également un important patrimoine archéologique qui se compose d'un fonds régional, de collections méditerranéennes et égyptiennes qui nous ouvrent la voie, de nombreuses sculptures, céramiques, pièces d'orfèvrerie qui ponctuent également les collections de peinture et qui représentent les principaux courants de l'histoire de l'art occidental de la fin du XVe jusqu'au XXe. C'est ainsi que d'une dent de mammouth imposante au départ de notre visite, on termine sur deux grandes toiles de Bonnard au sommet de la structure en béton Miquel. Alors pour les aficionados d'art contemporain, qui n'ont pas été oubliés, il y a un parcours renouvelé chaque année qui permet de découvrir des artistes, pour la plupart régionaux. Mêlées aux collections permanentes, ces œuvres elles nourrissent certaines réflexions sur les beaux-arts et évidemment sur l'archéologie. Alors chaque année, 2 à 3 expositions temporaires rythment le moment. En novembre prochain, on a Le Beau Siècle qui mettra en lumière la vie artistique à Besançon, de la conquête à la Révolution. Une période qui est relativement exceptionnelle puisqu'elle a duré 120 ans au cours desquels l'activité économique, démographique, politique, religieuse s'est développée et a créé les conditions d'une espèce d'essor sans précédent de la production artistique. Chaque expo est évidemment aussi l'occasion de présenter des œuvres issues du renommé cabinet d'art graphique du musée, qui compte plus de 8000 feuilles, essentiellement européennes. Je vous donne donc rendez-vous au musée des beaux-arts et d'archéologie de Besançon, et en attendant, place à l'entretien. Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis, et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, je reçois l'écrivain Miguel Bonnefoy, qui nous revient en cette rentrée littéraire avec un nouveau roman, L'Inventeur, publié aux éditions Rivage. Ce fameux inventeur n'est autre qu'Augustin Mouchot, pionnier au XIXe siècle des machines à énergie solaire. Un savant tout à fait méconnu aujourd'hui, qui a pourtant toute sa place dans l'histoire, et c'est de la vie de cet homme seul, terne, mais pleinement dédié à sa tâche, dont nous parle Miguel Bonnefoy dans son nouveau livre, et c'est passionnant. Alors avec Miguel Bonnefoy, on a parlé ensemble de la manière dont il s'est renseigné sur la vie de cet Augustin Mouchot, dont on ne savait a priori pas grand-chose, de la place de la fiction dans un récit tel que celui-ci, mais aussi du titre de ce livre, qui n'a pas toujours été l'inventeur, de l'importance capitale de la première phrase, qui n'a pas non plus toujours été celle qu'on peut lire aujourd'hui, ou encore de ce projet de livre qui lui colle à la peau depuis près de 20 ans. Bonne écoute. Bonjour Miguel Bonnefoy. Bonjour. Bon, on va planter le décor. Si tu n'es pas lassé, est-ce que tu pourrais nous présenter cet inventeur dont il est question dans ton livre, Augustin Mouchot, qui resta, pour bien commencer, les 3 premières années de sa vie au lit. Exactement. Exactement, c'est un fils de serrurier né à Semur en Auxois, bourguignon, un homme que rien ne prédestinait à des grandes choses, un homme qui au contraire était plutôt timide, d'une famille de gens qui étaient concentrés sur des poignées de porte, sur des fermetures de clapets, et qui tout à coup, un jour, alors qu'il est à Alençon, invente une machine, une sorte de marmite solaire qui permet de rassembler les rayons du soleil et les transformer en énergie. Il va présenter cette machine à Napoléon III, qui lui l'emmènera à l'exposition universelle de 1878, il aura la médaille d'or. Cette médaille d'or lui permettra d'aller en Algérie, et là-bas, il deviendra aveugle pour finalement revenir en France et tomber dans une sorte de misère et de solitude. Donc quelque part, c'est le mythe classique, providentiel, de l'inventeur, découvreur, scientifique, oublié.
ce qui est intéressant avec ce personnage, ce qui est romanesque aussi, c'est qu'en réalité, on vient un peu de le dire en filigrane, c'était pas le candidat idéal pour devenir un savant, si on peut dire. Alors déjà, il était une espèce comme ça, d'enfant fragile. Il a passé les 3 premières années de sa vie, et tu le dis tout de suite dans le roman, au lit. Mais également, il a passé une espèce de scolarité, sans grand éclat, disons, malgré le fait qu'il décroche quand même le bac, qu'il devient prof de maths, etc. Et ce qui était intéressant selon moi, c'est que c'était pas une espèce de savant programmé. Et je me demandais, parce qu'il est finalement devenu cet inventeur qui donne le titre au roman, à quoi ça tient, selon toi, d'être inventeur? Est-ce que c'est une histoire de hasard, de recherche? Ça pose aussi cette question de ton livre. Tout à fait. Tu as raison quand tu soulignes le fait qu'il était très maladif, et c'est quelque chose, bien sûr, que j'ai énormément approfondi au début du livre, parce que lorsque je faisais des recherches dans les archives municipales de Dijon, je suis tombé sur une quantité de registres de proviseurs, de rectorats et de lycées, où les très rares informations qu'on avait sur Mouchot montraient à chaque fois que c'était un enfant qui avait une congestion pulmonaire. À chaque fois, il avait dû poser des jours parce qu'il avait eu un problème épidermique, et lui-même a fini sourd et partiellement aveugle. Donc finalement, je me suis rendu compte que ça devait être un homme assez maladif, et il m'a semblé évident qu'il fallait commencer le livre en montrant cet être flegmatique, un peu austère, d'une santé fragile, tremblotant à l'intérieur, chétif et rabougri, pour déjà donner cet oxymore initial de l'homme qui s'intéressera à son opposé astral, c'est-à-dire le soleil, la lumière, la chaleur, la force, la puissance, et ce qui donne la vie, c'est ce qui bouge les torrents, c'est ce qui fait les vents. Enfin, il est tout l'opposé de ce qu'il étudie et de ce qui le fascine. Ouais. En ce qui concerne le hasard, et tu as absolument raison de poser également cette question et de souligner cette idée, bien sûr que souvent on s'imagine que les inventeurs doivent leur succès à un hasard. C'est la sérendipité classique qu'on retrouve dans n'importe quelle grande découverte, dans n'importe quelle grande invention. Cependant, et il y a cette belle phrase de Pasteur qui dit « Le hasard n'arrive pas à n'importe qui, le hasard arrive aux esprits préparés ». C'est-à-dire que Mouchot, bien qu'il n'ait pas eu la carrure, qu'il n'ait pas eu la faconde, qu'il n'ait pas eu le creuset pour pouvoir recevoir d'une manière un peu classique un destin d'inventeur, il était toutefois assez bien préparé pour recevoir le hasard à un moment de que sa machine solaire pouvait se coupler avec une ventouse. Mais là, on rentre dans le détail du texte. Et donc, quelque part, ça, ce que je trouvais beau, c'est que, bien sûr que lui ne semblait pas être baigné d'une lumière glorieuse pour devenir un grand inventeur de demain, mais d'un autre côté, patiemment, timidement, dans l'ombre et la solitude de sa vie, il s'est un peu préparé pour recevoir à un moment un sentier qui puisse le hisser vers le haut. Et ce qu'on peut peut-être également dire, c'est que ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre, c'est, je crois, d'abord un vide. Rien n'existait sur cet Augustin Mouchot. Vraiment rien de rien. Absolument, vraiment rien de rien. Ce qui peut paraître un peu fou, mais... Complètement fou, complètement inattendu, car lorsque j'ai pour la première fois vu cette série documentaire sur l'astrophysique et où on évoquait ce personnage, quand je suis rentré sur Internet... C'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que ça a commencé, tout simplement en regardant une série documentaire qui s'appelle Cosmos de Neil deGrasse Tyson, où dans un épisode consacré au Soleil, ils font l'éventail de tous les découvreurs et les inventeurs, les innovateurs qui sont intéressés au Soleil, en allant d'Archimède jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Félix Trombe et jusqu'au photovoltaïque. Et au 19e siècle, il raconte l'histoire étonnante, fabuleuse et démente de cet Augustin Mouchot, ce petit Français qui tout à coup, à l'exposition universelle de 1878, parvient à faire un morceau de glace avec la seule force du soleil. C'est la seule chose qu'ils disent dans le documentaire. Je me suis dit que c'était hyper beau comme image, qu'il fallait absolument faire graviter un roman autour de cette scène. Et en allant sur Internet, en regardant sur Wikipédia ou sur quelques petits articles, on ne trouve pratiquement rien. J'ai regardé sa fiche Wikipédia, elle est minuscule. Enfin, il y a des choses dedans, mais elle est minuscule par rapport minuscule. C'est quand même étonnant. C'est étonnant, ouais. Très peu de gens ont écrit sur lui. Il n'y a pas de roman, et il n'y a pas de film, il n'y a pas de documentaire. Le lycée ne porte pas son nom. Rien ne semble, tu vois, glorifier cet homme, quoi. Mais ce qui fait que tu avais
aucune documentation. Et du coup, c'est ça Très qui est peu. intéressant, c'est que tu as dû chercher tout ce qui gravitait autour de lui. C'est ça l'idée. Exactement. Ça fait quoi, du coup? Tu as été où? Alors du coup, je suis allé aux archives municipales d'Indre-et-Loire, par exemple, à Tours, là où il a vécu. Donc je me suis intéressé, par exemple, au lycée Descartes, là où il avait été prof. Et également dans la rue Bernard Palissy, où il avait vécu pendant un temps, et voir justement si je trouvais quelques éléments de l'histoire de ses habitants. Et je suis allé également à Dijon pour aller effeuiller tous les registres que je pouvais trouver sur les lycées de Dijon, du Morvan et de la Bourgogne, voir si je trouvais des traces de lui. Je suis allé à Aix-en-Provence, où il y a toutes les archives coloniales de l'Algérie, et donc voir si j'arrivais à trouver l'itinéraire et le circuit que Mouchot a fait en Algérie, et également ici à Pierrefitte, à Saint-Denis, où tu as toutes les archives des expositions universelles, et donc j'ai regardé tout ce qu'il y avait autour des expositions universelles pour sans cesse trouver le nom. Et également le Gallica.fr, qui est la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France, qui est un système de moteur de recherche et qui m'a permis également de tomber sur tous les périodiques sur lui. Donc tout ça permettait d'avoir un peu une idée de l'échafaudage de sa vie, tu vois, du squelette de sa vie. Mais bien entendu, ensuite, il faut de la fiction pour pouvoir remplir les trous. Après, bien sûr, il y a de la fiction, mais juste peut-être avant d'en parler, il y a quand même, après tout ce que tu as fait, trouvé, tu as voyagé, etc., est-ce que tu as fini par comprendre pourquoi cette espèce de précurseur de l'énergie solaire avait fait parler de lui à l'époque, mais aujourd'hui plus du tout? Est-ce que tu as fini par comprendre pourquoi? Je pense qu'il y a quelque chose de... Il y a deux choses. D'une part, oui, c'était un homme qui avait été reconnu, absolument, mais parce qu'il arrivait juste à un moment de fenêtre de tir de siècle où la machine à vapeur avait déjà été inventée, mais où le moteur à explosion n'était pas encore arrivé. Où, d'une certaine manière, il y avait déjà la révolution industrielle qui avait commencé avec ses applications industrielles, mais il n'y avait pas encore la découverte du pétrole. Où on était encore en France en train d'acheter le charbon à l'Angleterre et qu'on n'avait pas encore trouvé des gisements de charbon dans l'est de la France. Donc quelque part, il arrive juste à un instant où l'homme a été seul, comme dirait Marguerite Yourcenar. Tu sais, il y a cette belle phrase qu'elle dit dans les mémoires d'Adrien, les dieux n'étant plus, le Christ n'étant pas encore, il y a eu un instant de l'histoire pendant 200 ans où l'homme a été seul. Et donc, quelque part, je fais une sorte d'analogie, tu vois, avec Mouchot, en disant que, quelque part, on pourrait réutiliser la même idée, quoi. C'est-à-dire, la machine à vapeur étant encore, mais le pétrole pas encore, il y a eu un instant de l'histoire au 19e siècle où tout a été possible. Et il arrive juste à ce moment-là. Donc, il est reconnu pour cette raison. Ouais. Mais après arrive le pétrole, après arrive les moteurs à explosion et arrivent en effet ces gisements dans l'est de la France de charbon, et donc fatalement ça l'assombrit. Et parallèlement à ça, je pense que c'était un homme qui manquait de sex appeal, qui manquait de charme, qui manquait de séduction, qui manquait de ce je ne sais quoi qui permettait d'attirer les investisseurs, d'attirer les industriels, d'attirer les entrepreneurs pour pouvoir investir dans sa machine et rentabiliser son application. Un savant, c'est pas que ce qu'il fait. Exactement. Et c'est là où le personnage d'Abel Pifre est intéressant, parce que justement, il lui donne ce côté de lumière qui lui manque. Bah justement, c'est un personnage important, tu viens de le dire, Abel Pifre. Est-ce que tu peux rapidement nous le présenter? C'est son associé. Exactement, c'est son associé, et ce qui est intéressant dans l'histoire d'Abel Pifre, c'est qu'il est exactement le miroir négatif de Mouchot. Il est jeune, il est centralien, il vient d'une bonne famille, c'est un homme qui parle avec aisance et qui s'exprime avec recherche, qui est vif, vivace, rapide, qui a une bonne mémoire, qui a le sourire qu'il faut pour pouvoir attirer les gens, qui a ce je ne sais quoi dans le regard qui à la fois rend jaloux les hommes et qui attire les femmes. Et donc tout à coup, c'est un homme qui, lors d'une conférence de presse, devant différents journalistes ou devant des barons, devant des ducs, devant des bourgeois qui ont de l'argent, eh bien, il permet immédiatement d'ouvrir la découverte sombre de Mouchot à une lumière éblouissante. Et c'est là alors où il sera essentiel pour la médaille d'or de Mouchot, pour l'Algérie, pour tous les débuts comme ça de l'ascension d'apothéose de Mouchot. Et naturellement, ce sera également l'homme qui lui rachètera son brevet et qui sera sa perte. Donc il y a à la fois sa grandeur et sa perte. Alors on dit ça, on décrit Abel Pifre, on décrit Mouchot, mais est-ce que c'est pas là que se situe le roman? Parce que je suppose que sa personne, enfin la personne soit d'Abel Pifre d'ailleurs, soit de Mouchot, n'était pas forcément détaillée dans les archives. Alors quel est le degré d'invention, de fiction, des travails de romancier finalement? Non, c'est une très belle question, parce que j'ai vraiment placé tout le livre sur cet équilibre fragile et étroit, et cette porosité, cette frontière entre la fidélité à la réalité et les tentations de la fiction. Il y a une partie de Mouchot
que je connais bien, puisqu'elle a été relatée, elle est recensée, et de toute façon, quoi qu'il arrive, elle est comme, je ne sais pas, lexicalisée, c'est-à-dire dans le marbre. Et donc, tous les événements que je raconte sont vrais. Les événements, ouais. Cependant, il y a de temps en temps des trous. D'une part, parce qu'il y a des instants de mollesse dans la vie de Mouchot, qui n'était pas un homme intéressant. Ce n'est pas un homme qui a voyagé, ce n'est pas un homme qui s'intéressait à la littérature, ce n'est pas un homme qui a fait un journal, ce n'est pas un homme qui s'est marié, ce n'est pas un homme qui avait des amis, ce n'est pas un homme qui a eu des enfants. Oui, il y a peu de prises. Enfin, finalement, résultat des courses, c'est juste un homme qui a passé des années dans l'obscurité d'une chambre et d'un atelier à travailler à une machine. Et mon travail a été justement d'essayer de remplir tous ces trous avec un petit peu de lyrisme, avec un peu de mysticisme. Et c'est là où je me suis beaucoup amusé, que ce soit dans la partie de l'Algérie, que ce soit pendant l'écriture de son livre, que ce soit dans sa fin de vie avec Pierrette Bautier. Enfin, dans des éléments comme ça où on a très peu d'informations, je me suis permis de temps en temps d'injecter de la fiction, mais de la fiction vraisemblable. Bien sûr, car sinon, ça ne sert à rien, tu vois. Est-ce que tu as été aidé par Marianne Mouchot ? Ah oui. Est-ce qu'elle t'a aidé ? Qui sait, évidemment, c'est son arrière-petite-fille. Exactement. Bien sûr. Alors, Marianne Mouchot ne m'a pas tellement aidé à le décrire physiquement, ni même moralement, parce que elle est bien sûr directement liée avec lui. Cependant, elle n'en savait pas beaucoup plus que moi. Et à force de faire presque 2 ans de recherche, en glanant des informations ici et là en France, j'ai fini, et je m'en suis aperçu lorsqu'on a parlé, j'ai fini par connaître mieux la vie de Mouchot qu'elle-même, ce qui est normal, puisque je me suis réellement intéressé, et j'ai écrit un livre dessus, donc fatalement, je finissais par mieux connaître l'affaire. Et cependant, Marianne Mouchot m'a aidé dans le sens où elle travaille pour le Larousse des noms propres, elle essaye depuis des années de faire entrer le nom de Mouchot dans le Larousse des noms propres, mais la commission le rebondit à chaque fois, le rejette à chaque fois, le refuse à chaque fois. Et donc, peut-être qu'avec ce livre et avec son concours, on arrivera à faire entrer enfin Mouchot dans le Larousse des noms propres. Complètement. Ce qui serait relativement... Ce qui serait beau. Beau, légitime, enfin, à peu près tous ces mots-là, quoi. Tout à fait. Même si, et pardon de te couper, Thomas, non, même si il se trouve que tous les ans, donc, il y a une nouvelle édition, et régulièrement, ils éliminent quelques noms masculins pour essayer de faire entrer davantage de noms féminins, pour créer une sorte de parité aussi dans une encyclopédie qui est très testostéronée. On n'a pas de mal à s'en douter. Est-ce que le roman, a toujours eu ce titre ? Est-ce que c'était ton titre de travail ou pas du tout ? Figure-toi que non. Mon titre de travail était, je crois, moins bon. C'était La conquête du soleil. Et parce que tout simplement, j'étais tombé sur un article de presse du 19e siècle, peut-être dans l'Action française, où, en parlant de Mouchot, il avait intitulé La conquête du soleil. Et j'avais aimé l'idée de la conquête du soleil, comme nom, le conquistador du soleil. Mais finalement, je me suis rendu compte que c'est ce genre de titre qui fonctionne mal, entre guillemets, parce qu'il sonne trop bien. Et après, j'avais aussi pensé à Prométhée. C'est vrai. Mais pas peut-être tout le monde voit qui c'est exactement Prométhée. Et donc, ça pouvait peut-être à un niveau plus de marketing, un niveau commercial. Et là, c'est plus la maison d'édition qui parle. A décidé au contraire d'aller vers quelque chose de plus simple, de plus accueillant. Je me demandais également, parce que donc tu es devant cette série Cosmos, je crois, c'est ça que tu as dit. Donc tu la regardes, tu te dis tiens, je vais travailler là-dessus, mais tu t'es pas, je sais pas, est-ce que le soleil a été un vrai sujet ? Est-ce que ça t'intéressait déjà le soleil ? Est-ce qu'il a une place particulière dans ce que tu as envie d'écrire, dans ce que tu écris, etc. Ou est-ce que c'était vraiment c'est d'abord la personnalité de Mouchot qui t'a passionné plus que le soleil, parce que le soleil est quand même important là-dedans. Le soleil est très important là-dedans, mais je dois reconnaître que ça plus c'était une sorte d'intérêt par procuration, parce que Mouchot lui-même était suffisamment intéressant pour pouvoir s'y attaquer. Si ça avait été un livre sur uniquement l'astrophysique et sur la force du soleil dans le monde, ça aurait été un tout autre livre avec des personnages différents. C'est vraiment été par le filtre de Mouchot que je me suis intéressé au soleil. Où vont les personnages de Miguel Bonnefoy ? Est-ce que d'un livre à un autre, est-ce que certains communiquent, même s'ils n'ont pas le même nom, etc. Mais est-ce qu'il y a une espèce de porosité entre tes personnages ? Est-ce qu'ils sont que des mots que tu oublies une fois que c'est publié ? Enfin, quel rapport tu entretiens avec cette notion un peu complexe de personnage, finalement ? C'est une très très belle question, et d'ailleurs je pense là j'étais à Morges ce week-end et j'ai croisé Sylvie Germain qui a écrit un livre sublime qui s'appelle Les personnages, dans lequel justement elle parle de l'importance des personnages qui, à l'orée d'un livre ou à l'orée d'une œuvre,
se forme et tu finis par en avoir un profil de 4-5 personnages qui sont des personnages qui t'habitent. Et tous les personnages qui viendront ensuite dans tes livres sont souvent des ramifications de cette première base. C'est pas mal comme... Non, comme si tu avais fait des premiers personnages d'argile, puisqu'on parlait de Prométhée, qui justement avec son frère fait tous les animaux en argile, et qui ensuite, tu as des ramifications qui se font, et bien même spectacle. Comme si au début d'un travail, lorsque tu écris ton premier roman, ton deuxième roman, tu as des personnages qui t'obsèdent, et ensuite... livre après livre, tu te rends compte que ce sont plus ou moins les mêmes personnages, mais que tu diversifies, que tu finis par remasteriser, enfin, que tu dilues avec d'autres idées, avec peut-être davantage de maturité d'écriture, mais qui finalement résultat de course, l'os est le même. Toi, tu t'es inscrit un peu là-dedans, dans l'idée en tout cas. Complètement, mais c'est pas l'auteur qui s'en rend compte, je pense, c'est pas l'écrivain qui s'en rend compte, ce sont les lecteurs qui te le font savoir d'une façon beaucoup plus précise. Ce sont les lecteurs qui ont la loyauté de te lire, qui viennent te dire, c'est fou comment tous tes personnages sont par exemple obsédés par une entreprise qui est vouée à l'échec. C'est vrai, ouais. Ou c'est fou comment tes personnages sont des passionnés qui finalement n'entendent rien du monde et foncent aveuglément vers ce qu'ils veulent. Et donc tout à coup tu commences à te rendre compte que en effet tes personnages ont ce patron plus ou moins le même, des profils, des silhouettes qui se ressemblent. Et au moment d'écrire un nouveau livre, bien que tu essayes de t'en séparer, eh bien tu finis fatalement par t'y coller de nouveau. Par être rattrapé par les lecteurs aussi d'ailleurs. Oui, c'est ça, par le lecteur. Alors tes précédents romans se déroulaient au Chili, au Venezuela, en Amérique latine pour une majeure partie. Est-ce que tu envisages le terme, ça rejoint un peu ce qu'on vient de dire juste avant, le terme d'œuvre avec un gros O en gros, avec ce livre-ci aussi, du coup, qui se déroule principalement en France. Est-ce que tu as pensé à ça, à tisser une espèce de fil entre tes œuvres, à construire ce qu'on pourrait appeler une œuvre ? Tout à fait. Est-ce que tu théorises ça ou pas ? Absolument. Alors le mot, bien sûr, est toujours grand. Toujours un peu grandiloquent, mais clair, on comprend un peu l'idée, je suppose. Quoi. Absolument. Cette idée d'ensemble de livres qui finissent par faire un territoire cohérent dans lequel on retrouve non seulement une langue, un style, mon pays est la langue, comme disait Pessoa. On retrouve également un rythme, une temporalité. Mais parallèlement à ça, on peut retrouver certains personnages. Dans mes livres, j'aime bien faire correspondre des imaginaires avec des traboules, avec des passerelles, avec des petites galeries souterraines que je me permets de creuser, avec par exemple le personnage d'Octavio, ou avec le personnage d'Eva Fuego, ou avec le personnage de Bracamonte, ou avec le personnage de Michel René. Et j'aime bien cette idée de pouvoir lancer quelques filets de pêche et de pouvoir rattraper plus tard l'autre bout, de l'autre côté du livre. Et à ce compte, j'observe à quel point je n'imagine pas un autre texte qui puisse sortir de cette espèce de territoire composé. Mais un peu comme les pierres d'attente, lorsque tu as une construction, parfois ils laissent des pierres d'attente dans les côtés pour retrouver un immeuble mitoyen qui va se caler avec cette architecture de pierre. C'est une belle... Même spectacle. L'idée, en effet, c'est laisser ces espèces de pierres en attente, des pierres en arpège, pour pouvoir ensuite caler l'autre livre et que la soudure ne soit pas aussi grossière. Son visage n'est sur aucun tableau, sur aucune gravure, dans aucun livre d'histoire. Alors ça, c'est la première phrase de l'inventeur, qui donne le ton, je pense qu'on peut le dire. Est-ce que tu fais partie des écrivains, des écrivaines qui accordent à la première phrase une place capitale ? La première phrase, ça se soigne, cher ami. C'est essentiel. Sans doute pas. Et je pense qu'on a tous dans notre cœur un florilège, un bouquet de premières phrases de romans qui sont essentielles et qui donnent tout de suite le ton du livre. Et moi, tu sais, j'ai fait mon mémoire sur Aragon, et je me souviens qu'Aragon disait souvent que pour ses romans et pour sa trilogie du monde réel, qu'il avait attendu une première phrase pour constituer tout le livre, comme si tout le livre était basé sur une première phrase. C'est pas une mauvaise raison. Voilà, Garcia Marquez dit la même chose lorsqu'il parle de 100 ans de solitude, et on retrouve comme ça de temps en temps certains écrivains qui attendent une première phrase pour dire, voilà, sans ça, je ne peux pas commencer. Et moi, j'en fais absolument partie. Donc, si bien que je sais très clairement quelle est ma première phrase de mon prochain roman.
Et si je ne l'avais pas trouvée, je ne pourrais pas l'écrire. Et donc pour celle-ci, pas même principe, tu t'es débattu avec les mots pour trouver la bonne phrase. Alors si tu veux tout savoir, et puisqu'on se dit tout parce qu'on est en famille, et ma première phrase était une autre phrase. Donc pendant toute l'écriture du livre, j'avais une première phrase qui était une autre phrase, et j'étais convaincu que c'était la bonne. Et la première phrase maintenant du livre publié était la deuxième. Et c'est un ami qui, en lisant le texte, m'a dit « Si tu veux mon avis, humblement, moi j'enlèverai la première phrase et je le commencerai à la deuxième qui me semble beaucoup plus forte et tu rentres tout de suite dans le livre et tu emporteras ton lecteur. » Et t'as inversé ou Alors au début, bien entendu, je lui ai dit « Fasciste, comment peux-tu me dire des choses pareilles ?» Exactement. Et puis avec le temps, j'ai dû reconnaître qu'il avait raison. Et la première phrase s'est entièrement éliminée. Et t'as pas inversé non, absolument. Elle a été comme nécessaire, comme une sorte de brouillon nécessaire pour donner un petit peu le mouvement du livre. Et puis ensuite, une fois qu'elle avait fait son travail, c'est comme si tout à coup elle s'était usée et on pouvait la jeter à la poubelle. Enfin, allez savoir, non ? Chaque livre est différent, comme chaque grossesse est différente. Enfin. Ok. Alors ce qui est génial avec ce livre, comme tous les autres que tu as écrits, c'est que c'est un véritable roman dans lequel on se plonge à corps perdu. Enfin, alors beaucoup, j'ai lu, depuis que tu publies des livres, je vois parfois des articles sur tes livres, et il y en a beaucoup qui t'affublent de cette qualité de conteur. Est-ce que tu as théorisé ça également ? Est-ce que ça te plaît, ce mot ? Et oui, est-ce que tu as théorisé un peu cette... on n'appelle pas tout le monde conteur, typiquement. Oui, c'est tout à fait. Non, j'aime beaucoup, en effet, qu'il m'appelle conteur. Ça revient très, très, très souvent, en effet. Et également fable, également mythe. On est souvent dans exactement le même système. Et d'une part, j'aime cette idée parce que moi, je suis fasciné par les mythes gréco-latins. Donc, quoi qu'il arrive, j'ai déjà une sorte d'école qui est une école de récits fondateurs. Que ce soit en effet aussi avec l'Ancien Testament. Il n'y a pas de livre plus puissant que celui-là. Et en effet, c'est juste une sorte de grand conte. Mais également, ça me plaît, et plus précisément avec ce livre, parce que quelque part, toute construction sociale est un récit collectif, tu vois. Que ce soit l'argent, que ce soit la famille, que ce soit l'amour, que ce soit les frontières, que ce soit les armées, enfin, tout est récit collectif, tout est fable, tout est conte. Et si tu arrives à bien raconter une histoire, tu peux en effet dominer les peuples et peut-être changer les consciences. Et s'il y a quelque chose à faire de notre part, ou s'il y a un rôle à avoir par rapport à l'artiste ou par rapport à l'écrivain au XXIe siècle, c'est celui d'accompagner un même souffle qui est celui qui va vers la protection de la nature, vers l'environnement, vers l'anthropocène et toutes ces choses, et également vers l'émancipation de la femme ou la prise de pouvoir des femmes par rapport au monde patriarcal dans lequel on vit. Et nos livres permettent peut-être de contribuer à ce patrimoine de récits, de fables, de contes, pour pouvoir commencer à travailler un nouveau terreau. On commence en racontant une histoire. Est-ce que Mouchot, encore une fois, moi je ne suis personne pour le dire, mais est-ce que peut-être humblement n'est-il pas un minuscule grain de sable dans un nouveau récit collectif qui est celui d'exhumer de l'oubli certains inventeurs qui ont essayé de faire des énergies renouvelables à un moment où le charbon était épuisable, et que ça peut peut-être faire écho ou correspondre avec des problèmes climatique d'aujourd'hui, et donc participer encore une fois à un nouveau récit collectif pour créer une nouvelle construction sociale et que le siècle soit différent. Alors qu'on m'appelle conteur, merveilleux. Finalement, je fais le même travail qu'un activiste, qu'un militant ou tout simplement... Qu'un lanceur d'alerte. Exactement, ou un lanceur d'alerte en fait. C'est finalement la même idée en fait, on est tous dans le même conte. La proposition est posée sur la table. Amis écrivains, écrivaines, allez-y. Est-ce que tu as... Alors j'ai posé la question la plus basique qu'on pose à tous les écrivains. Est-ce que tu as des habitudes d'écriture ? Je vais le dire de manière très, très basique aussi d'ailleurs. Est-ce que tu as des habitudes d'écriture ? Eh bien, j'en avais avant d'avoir des enfants. Qu'on embrasse. Qu'on embrasse, merci beaucoup. Et maintenant que j'ai eu des filles, tous les horaires, toutes les architectures de journée que j'avais pu mettre en place d'une façon militaire et précise pour pouvoir écrire sont tout à fait chamboulées. N'existent plus et sont en désordre. Et je dois reconnaître que je dois recréer de nouvelles habitudes en priorisant les petites et essayer de voir comment je vais composer avec ça. Mais une chose est sûre, c'est que je me rends compte par exemple avec mon père, qui est écrivain aussi, lui n'a besoin d'absolument aucun livre autour de lui, d'un bureau tout à fait vide pour pouvoir laisser un petit peu les idées et la pensée pénétrer et traverser.
Moi, au contraire, j'observe que je ne peux pas écrire si je n'ai pas un livre à côté, si je n'ai pas des notes, si je n'ai pas des documents, s'il n'y a pas une sorte de désordre d'idées qui correspondent plus ou moins à l'univers du livre que je veux donner. Et pour tous mes livres, j'ai eu une sorte de petite bibliothèque, c'est-à-dire 4-5 livres, qui étaient comme les diapasons du livre. C'est-à-dire j'avais envie qu'il ressemble à ce livre. Maëlys de Kerangal, que j'avais reçu en 2000, avant le Covid-19. Bon bref, on en parlait aussi, elle me disait exactement la même chose. Ouais. Et elle, ça changeait. Chaque livre avait une espèce de petite collection d'autres livres qui gravitaient autour. Toi, c'est pareil. C'est exactement ça. Chaque livre a bien sûr, comme tu dis, cette espèce de constellation de livres autour qui ne sont pas du tout les mêmes, puisque si tu écris un livre plus caribéen ou plus tropical, tu vas avoir besoin d'un autre type de littérature, plus antillaise, comme ça, et plus latino-américaine, que si tu écris sur Moucho, par exemple, tu vas avoir, Travail de Zola, Le parfum de Suskind, et tu vas avoir une biographie de Stefan Zweig, le Balzac de Stefan Zweig. Okay. Et ça te permet d'avoir comme ça quelques livres qui sont encore une fois comme la baguette du chef d'orchestre qui va te donner un peu le rythme que tu dois suivre. Et dans lesquels tu peux te replonger de temps en temps pour reprendre un peu de souffle. C'est exactement ça. Tu t'accoudes, tu t'épaules, comme ça tu t'adosses à ces livres lorsque tu te rends compte que tu perds un peu le rythme ou la fluidité que tu avais envie d'avoir. Revenir un peu à ces livres et tu dis, ah oui, voilà, il est là le diapason, okay. Non, elle est là la note que je voulais, et donc tu reviens à ton livre. Et bien sûr, un jour peut-être, Inch'Allah, et c'est sans doute ça ce à quoi on aspire, de devenir un des livres de constellation autour peut-être que tu l'as déjà. De l'écriture d'un autre, peut-être, oui, tu me diras, on ne le sait pas, oui, absolument. Alors, tu as parlé tout à l'heure de la première phrase de ton prochain roman. Donc, j'en conclus qu'il y a déjà un prochain roman. Oui. Est-ce que tu as d'autres projets C'est vraiment une question relativement ouverte, là. Est-ce que tu as d'autres projets en ce moment? Alors, il y a le prochain livre sur lequel je travaille énormément. Je fais beaucoup de recherches et je l'écris énormément dans ma tête. Bien entendu, pas maintenant parce que je suis en tournée, parce que quand je suis à la maison, il y a les petites. Il faut que je trouve de bons tunnels de travail. Mais celui-là, il est très clair. Et je vois plus ou moins quelle est la structure narrative, comment je vais l'écrire, qu'est-ce que je dois lire, quels sont les endroits où je dois aller pour pouvoir faire mes recherches. Et comme je te dis, j'ai déjà la première phrase dont je suis très content et j'espère qu'elle pourra rester. Et qu'elle ne changera pas, oui. Qu'elle ne changera pas, tu vois. Qu'elle ne s'inversera pas. Exactement, qu'elle sera la corde principale. Et puis ensuite, tu sais, pour être tout à fait honnête, et puis j'ouvre mon cœur au tien puisque tu poses la question, moi j'ai un livre en tête depuis peut-être 20 ans qui me poursuit et que je ne me sens pas encore prêt à écrire. Je ne sais pas exactement à quoi il ressemble. De temps en temps, j'ai l'impression, dans des rêveries, dans des méditations, dans des errances, de le découvrir, mais un peu comme on découvre un nuage dans la nuit lorsqu'une foudre le frappe. Tout à coup, tu vois, dans une fraction de seconde, toute l'architecture du nuage, et puis la foudre disparaît et tu retombes dans la nuit. Et tu dis, mais je l'ai vu, il est là, immense, mais il est caché dans l'obscurité. Hein. Et bien, de temps en temps, j'ai comme ça des fulgurances dans lesquelles je dis voilà à quoi il pourrait ressembler. Mais il manque le thème, il manque un bon personnage, il manque le ton, il manque plein de choses. Et je me dis que tous les livres que je suis en train d'écrire sont un peu un livre de moins, tu vois, un livre de moins dans un grand chemin pour atteindre ce livre. Mais si je n'écris pas l'inventeur, si je n'écris pas Sucre Noir, si je n'écris pas Héritage, si je n'écris pas le prochain, j'arriverai jamais à voir celui-ci parce qu'il faut que je débroussaille le chemin à la machette pour le voir. Et pour ça, il faut que j'écrive d'autres livres avant. Donc, j'attends avec impatience le moment où je pourrai enfin m'attaquer à ce vrai livre et j'ai envie qu'il soit tellement réussi, à mon niveau encore une fois, que je puisse dire que les autres n'ont été que des brouillons pour arriver à celui-là et que les autres livres qui sont venus après celui-ci ne sont que des pâles copies de celui-là. Mais j'aimerais qu'il y ait cette espèce de livre cathédrale, tu vois. Et encore une fois, à mon niveau. Pour me satisfaire, sûr, moi. Je n'ai pas du tout la prétention d'imaginer que ce sera un grand livre comme ça, comme on l'imagine. Mais moi, je sais que je peux faire un peu plus, tu vois. Pouvoir toucher mon sommet, qui n'est pas énorme, parce que je ne suis pas un grand écrivain. Mais mon sommet, ce serait super de pouvoir le toucher. T'as déjà un carnet, un document où tu notes toutes tes idées depuis 20 ans? Absolument. Okay. Absolument, avec, si tu veux tout savoir, avec 3 lettres pour que je sache à chaque fois à quoi me référer. L-I-B. Ok. Laissons ça là.
Mais peut-être que je l'écrirai pas, peut-être que j'aurai Bien l'élégance sûr, de bien mourir sûr. avant, tu vois. Enfin, peut-être que je n'écrirai pas ce livre. Ouais, ok. Mais peut-être qu'il viendra. L'idée est là depuis 20 ans. en tout cas. Exact, ou du moins c'est une carotte, tu vois, devant la mule pour qu'elle avance. Et à chaque fois que je commence un livre, je me dis c'est peut-être celui-là, mais au bout de la première page, je me dis non, c'est pas celui-là. Sûr, du coup. Bon, alors ce sera un livre sympathique, etc. Et il fera ce qu'il doit faire, tu vois, mais c'est pas celui-là. Ok, très bien. Je vais te poser la dernière question que je pose à toutes mes invitées, à tous mes invités. Est-ce que tu as un ou plusieurs coups de cœur culturels à nous partager? Écoute, j'ai lu récemment un très beau livre de Nicolas Caro, Un homme sans histoire. Oui. Puissant, Chez Jean-Claude beau. Lattès. Exactement, chez Jean-Claude Lattès. Et aéré, éthéré, à la fois léger et profond, puissant et pudique. L'histoire d'un homme qui préfère l'ennui aux ennuis, qui ne veut avoir aucun problème dans le monde et qui tout à coup, malgré lui, se retrouve dans un effet boule de neige, dans une histoire, une aventure folle à traverser le monde entier pour finalement avoir une fin tout à fait spectaculaire. Et je vous conseille largement ce livre. Également. Et je vous conseille également L'inventeur chez Rivage de Miguel Bonnefoy. Merci beaucoup, Miguel. Merci Thomas. Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve très vite avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité pour parler culture. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à vous abonner aux réseaux sociaux de la quille et puis à en parler autour de vous, tout simplement. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.